Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons traiter une partie importante de la gestion sociale d'entreprise qui concerne l'épargne salariale qui présente deux piliers, la participation et l'intéressement. Alors, je vous ai mis en préambule de cours deux liens sur les sites ursaf.fr pour retrouver les informations évidemment à jour sur ces deux mécanismes. Le premier lien permet d'accéder à l'intéressement et le deuxième à la participation. Donc j'ai donc cliqué sur le lien et me suis retrouvé sur ursaf.fr et on voit qu'on a un onglet épargne salariale. Dans l'épargne salariale, on va retrouver l'intéressement et la participation. Donc là, les données sont évidemment fiables à 100% et à jour des dernières réglementations. Il suffit de cliquer dans les onglets pour retrouver les informations que l'on va aborder maintenant dans ce tuto. Alors, voilà, il y a dans l'introduction, on peut dire que la participation et l'intéressement sont assez semblables dans leurs principes, hein. La participation salariée est assimilée à une prime qui est indexée sur les bénéfices de l'entreprise encadrée par la loi. Donc, quand l'entreprise ne fait pas de bénéfices, il n'y a pas de participation. Alors, cette participation, elle est obligatoire pour les entreprises qui emploient plus de 50 salariés pendant une durée de 5 ans. Et le calcul obéit à des règles juridiques minimales avec une formule légale que l'entreprise se doit d'appliquer à minima. L'intéressement est un complément de salaire qui va bénéficier d'avantages fiscaux comme la participation dans certaines conditions. Et cet avantage qui peut être accordé aux salariés après une négociation et signature d'accord d'intéressement n'est pas forcément indexé sur le résultat, ça peut être d'autres indicateurs. Dans tous les cas, ces principes, participation et intéressement, a pour but de motiver les salariés, de les impliquer au fonctionnement de l'activité globale de l'entreprise. C'est-à-dire non pas l'activité de son service ou de son poste, mais vraiment pour l'ensemble de l'entreprise. Donc il y a si on reprend les objectifs, hein, profiter les salariés d'une partie de la richesse qu'ils ont aussi contribué à créer. On cherche à motiver collectivement le personnel grâce à la participation au résultat, si le résultat est positif, grâce à l'intéressement aux performances de l'entreprise, donc même sans bénéfice. Le deuxième objectif de ces deux dispositifs qui sont soutenus par l'État par les exonérations fiscales et sociales, c'est favoriser l'effort d'épargne des salariés avec une épargne qui est obligatoire avec la participation puisque les fonds vont être bloqués et facultatif avec l'intéressement mais valorisé par des avantages pour le salarié qui sont plus importants. Donc l'épargne salariale est une expression générique qui regroupe plusieurs dispositifs, hein. Vous voyez que ici, je vous ai laissé des informations sur l'historique hein, de ces mécanismes. Et on voit qu'ils ont été mis en place, l'intéressement, en 1959, après-guerre. Et il a évolué avec le PEE, en 2001 le PEI, épargne des plans interentreprises. PEE, c'est plan d'épargne d'entreprise. Là, c'est plan d'épargne interentreprise. Le plan partenariat d'épargne salariale volontaire pour la retraite, le plan partenariat d'épargne salariale volontaire pour la retraite inter-entreprise, les PE court terme et long terme, le PERCO. Donc il existe de nombreux dispositifs qui évoluent. Évidemment, vous n'avez pas du tout à les savoir. Alors, il y a une condition à ces mécanismes, c'est que le montant doit être aléatoire et issu de formules qui sont négociées. C'est-à-dire qu'on peut pas dire, l'employeur peut pas dire, ah ben tiens, cette année, je vous mets tant d'intéressement, tant de participation. Il y a vraiment des règles spécifiques à négocier et à appliquer de manière objective. Alors, les fonds sont généralement bloqués pour avoir les avantages fiscaux et sociaux, mais il existe de nombreux cas dans la vie des salariés qui leur permettent de débloquer les fonds qui ont été mis de côté
grâce à cette épargne, sans taxation fiscale. Voilà. Donc si vous vous mariez, si vous avez une naissance, si une naissance ou si vous accueillez un enfant dans votre domicile, si quelqu'un a une invalidité dans votre famille, décès, vous allez pouvoir, si votre contrat cesse, ou que vous créez une entreprise, eh bien vous allez pouvoir débloquer ces fonds. Voilà, donc les raisons de déblocage des fonds, hors impact fiscal, hein, c'est ça, on peut toujours débloquer, sauf que c'est soumis à fiscalité, sont diverses et variées, et parfois même l'État décide, en cas de crise économique, d'autoriser les déblocages de fonds pour relancer l'activité. Alors l'intéressement est un système qui est facultatif, accessible à toutes les entreprises, et il permet, comme la participation au résultat, d'associer les salariés aux performances de l'entreprise. Alors l'accord d'intéressement doit être négocié, les représentants syndicaux ou le comité d'entreprise doit faire l'objet de ratification des salariés, et l'accord est conclu pour 3 ans. Et cet accord, il doit définir sa durée, les établissements qui sont concernés, si l'entreprise en possède plusieurs, et surtout les modalités d'intéressement, de calcul, et qu'est-ce qu'on va faire des sommes qui sont destinées à l'épargne, hein. Est-ce qu'on va les verser en PEI, PE, PERCO, donc de grands nombres de choses doivent être négociées. Là, les négociations doivent être ratifiées pour pouvoir ensuite être applicables et bénéficier des avantages fiscaux. Alors pour le calcul de l'intéressement, la loi elle-même ne fixe pas de calcul particulier, sauf qu'il y a des caractéristiques. Il faut que le caractère soit collectif, tous les salariés doivent être concernés, aléatoire. On ne va pas pouvoir prévoir une prime minimale, ni prévoir d'attribuer des primes indépendantes des résultats de l'entreprise. Le choix est important pour éviter de verser des primes lorsque les résultats sont déficitaires. Voilà, les participations aux résultats, c'est elle qui est plus encadrée par la loi, hein. N'est versé que lorsque l'entreprise réalise des bénéfices, une formule de calcul strictement définie par la loi en réserve une part aux salariés, et l'entreprise peut déroger à cette règle, mais en étant plus favorable aux salariés. Les entreprises qui sont assujetties sont celles qui ont plus de 50 salariés pendant au moins 5 ans, mais toute entreprise peut adhérer aux règles de l'intéressement si elle veut, même si elle n'en est pas obligée, puisque c'est un avantage social pour les salariés. Les deux mécanismes participation et intéressement sont assortis d'un ensemble d'avantages fiscaux et sociaux pour les entreprises, mais aussi pour les salariés. Alors pour les entreprises, la participation est fiscalement déductible, alors avec un décalage d'1 an, hein. C'est-à-dire qu'en fait, en 2020, pour l'exercice fiscal 2020, eh bien on pourra déduire du résultat la participation de 2019. Voilà, et inversement. Donc il y a un décalage d'1 an sur ces participations. Et évidemment, quand on déduit la participation de l'année passée, celle de l'année en cours, donc 2020, par exemple, eh bien on va devoir la réintégrer puisqu'on l'aura comptabilisée en charge. Donc on va neutraliser cette charge pour le calcul fiscal et on va la réintégrer. Alors la participation, c'est pas un salaire et ne sont pas soumises. La participation n'est pas un salaire, mais donc n'est pas soumise à cotisation patronale. Alors l'accord de participation doit organiser la distribution de cette partie du bénéfice qui est destinée aux salariés. L'accord doit être signé par le chef d'entreprise, les représentants syndicaux ou comités d'entreprise, ou proposé par la direction et ratifié par les 2/3 du personnel. Pour les salariés, lorsqu'un salarié bénéficie d'une partie de ce bénéfice, cette partie-là de participation va être bloquée pendant 5 ans. D'où les forces d'épargne, hein. Donc on oblige presque le salarié à épargner
Et du coup, lorsque cette épargne est bloquée, à l'issue des 5 ans, si le salarié souhaite récupérer son épargne, eh bien, ça ne va pas être soumis à impôt sur le revenu. La participation n'est pas un salaire et n'est pas soumise à cotisation sociale salariale, mais par contre, elle est quand même tout de même soumise à CSG-CRDS, comme l'intéressement. Alors, il existe une formule légale que vous n'avez évidemment pas à apprendre, qui est que lorsque le bénéfice est positif, on voit le B, grand B au milieu, eh bien on va faire un calcul, on va prendre le bénéfice, moins 5% des capitaux propres de l'entreprise, divisé par 2. Voilà, donc la moitié de la différence entre le bénéfice et 5% des capitaux propres. C'est un peu comme, on dit on prend le bénéfice, mais on enlève comme une rémunération des capitaux propres, multiplié par le salaire sur la valeur ajoutée. Alors, voilà, multiplié par salaire sur valeur ajoutée. Donc là, on a un ratio de productivité. Alors, ce bénéfice net, il y a des tas de règles pour le calcul. Il n'est pas forcément, ce bénéfice, c'est pas forcément celui qu'on va calculer. Il y a plein de règles qui dérogent. Enfin, il y a des sommes à prendre en compte, d'autres non. Les capitaux propres, ben, c'est pareil. Il y a tout un tas de petites règles spécifiques à prendre en compte pour calculer. Les salaires, bon, pas de souci, la valeur ajoutée. Donc, j'ai écrit, attention, B ne correspond pas au bénéfice net comptable tel qu'il apparaît dans le bilan et le compte résultat. C ne correspond pas au total 1 du bilan passif. Et valeur ajoutée ne correspond pas à la valeur ajoutée sur une intermédiaire de gestion. Mais vous, on ne va pas de toute façon vous demander autre chose qu'un cas très simple. Il n'y aura pas de ces retraitements. Quand vous irez en DCG, vous apprendrez à retravailler ces valeurs pour pouvoir calculer la participation. Alors, cette épargne, quand on a calculé avec la formule générale le volume à attribuer aux salariés, eh bien on va les répartir entre les salariés. Alors, sauf disposition contraire, qui est possible, elle doit être répartie entre les salariés proportionnellement au salaire. Mais l'entreprise, l'accord, peut décider de répartir alors RSP, réserve spéciale de participation, parce que réserve, c'est mis en réserve, si vous voulez, pendant 5 ans, proportionnellement entre les salariés, proportionnellement au salaire brut, voilà. Mais on va avoir des plafonds. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a des plafonds. La prise en compte du salaire pris en compte pour le calcul est plafonnée à 3 fois le PAS, plafond annuel de la sécurité sociale. Là, bon, j'avais laissé 2009, mais bon, il faut reprendre le plafond actuel. Alors, ce plafond, évidemment, peut être fixé à des montants inférieurs dans l'accord de participation. Voilà. Mais dans tous les cas, il faut que toutes les dispositions de l'accord s'appliquent à tous de manière uniforme dans l'entreprise. Et il ne peut pas être attribué à un même salarié par exercice une somme supérieure à 75% du plafond annuel de sécurité sociale. Alors, le plafond annuel de sécurité sociale, c'est 12 fois le plafond mensuel de 3000 quelque chose. Alors, ensuite, une fois qu'on a, ça c'est des plafonds légaux pour pouvoir bénéficier d'avantages fiscaux. Lorsque la répartition n'est pas uniforme, elle peut être uniforme entre tous les salariés, l'accord de participation peut mettre en place des choses différentes. Par exemple, une partie peut être proportionnelle à la durée de présence au cours de l'exercice. Par exemple, ce qui va permettre la prise en compte différenciée pour les temps partiels, les temps pleins, ou pour tenir compte des personnes absentes en maladie. Vous imaginez bien que quelqu'un qui a juste qui a intervenu 1 mois dans l'entreprise ne peut pas avoir la même participation que un salarié qui était là pendant les 12 mois. On peut avoir d'autres critères. Ça peut être donc des critères multiples. Une partie proportionnelle au salaire, une partie uniforme, chacun reçoit la même chose, une partie en fonction des temps de présence dans l'année. Voilà. Donc on peut fixer également un salaire plancher pour le calcul. On peut dire, ben voilà, en dessous de tant de salaire, eh bien on met quand même un salaire plancher pour le calcul de la participation,
de la distribution, la répartition de la participation. Ça, c'est pour favoriser les bas salaires. Alors, comment ça se passe? Eh bien, par exemple, ici, on a un exemple. On a toute une liste de salariés qui bénéficient d'une participation. Eh bien, imaginons, on va se décider de réaliser la répartition d'une participation, d'un intéressement, peu importe. Donc on voit c'est un document vierge, hein, il faudrait le compléter. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Si l'accord de participation ou d'intéressement prévoit la répartition en fonction du salaire brut, ici, vous voyez, j'ai mis un exemple, hein, hors avantage nature, hors prime, hors heure sup, au sens des cotisations sécurité sociale, voilà. Donc on doit prendre le salaire brut sans tout ce qui a été listé là. Et quels que soient les critères retenus pour le calcul individuel d'intéressement, le montant des sommes attribuées à un même salarié au cours de l'exercice ne peut pas excéder la moitié du plafond de sécurité sociale ici. Donc ici, dans cet accord, c'est la moitié du PPA, du plafond annuel de sécurité sociale, du PASS. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder. Est-ce qu'il y a des salaires bruts qui dépassent le plafond sécurité sociale? Donc voilà, on va avoir des colonnes de calcul. Voilà. Et puis après, éventuellement, s'il y a un salaire qui doit être limité, on va le limiter avant le calcul. Quand on a fait le calcul sur la partie individuelle, eh bien on va regarder si on dépassait pas le plafond individuel. Et on va faire donc des calculs divers et variés. Si par exemple c'est en fonction du temps de présence, on aura des informations complémentaires en disant monsieur Joël Paty, elle était présente que 6 mois. Donc on aurait des colonnes en plus pour faire des calculs éventuels qui n'ont rien de légaux, mais qui sont simplement des applications de règles, spécifiées dans l'accord. Donc on peut avoir plein de cas différents, hein, en fonction des exercices. Voilà, alors je vous donne un exemple de l'entreprise de Barnabé qui bénéficie d'un accord de participation. Alors, il va y avoir des opérations dans le temps. Déjà, pour pouvoir calculer la participation, il faut connaître le bénéfice de l'entreprise. On ne peut pas répartir une partie de ce bénéfice si on ne le connaît pas. Donc, évidemment, ça vient tout à la fin des opérations courantes de l'exercice, plus des opérations d'inventaire, et à la fin, lorsque le bénéfice est définitif et validé, hein, eh bien on va pouvoir calculer la participation. Donc évidemment ça prend du temps après l'année, donc en 2000, la participation en 2019 est calculée généralement à cette période. Nous sommes en mai, donc c'est le moment. Donc là, on va avoir, une fois qu'elle est décidée, qu'elle a été calculée, on doit quand même la comptabiliser au 31 décembre de l'année N, puisque c'est une charge qui prend naissance à l'exercice N. Donc on va calculer une provision, on va comptabiliser une charge à payer, voilà, au titre de l'année N. Et tant qu'elle n'est pas validée par l'Assemblée Générale Ordinaire dans les 6 mois, eh bien on la laisse comme ça. Et lorsque l'Assemblée Générale Ordinaire aura accepté la participation, voilà, qu'elle a été entérinée, eh bien on va pouvoir comptabiliser cette provision en charge définitive. Les fonds sont ensuite bloqués pendant 5 ans, voilà, possibilité et le blocage va être permis par divers mécanismes qu'on va voir tout à l'heure. Donc pendant 5 ans, pas de disponibilité pour les salariés. Et au bout, à N+6, eh bien, les salariés peuvent débloquer. Voilà, donc ici, alors je vais cacher pour vous laisser faire, hein, mettez sur pause, regardez pas la corriger et faites votre calcul. Donc ici, vous avez un bénéfice qui vous est donné, voilà, un cas très simple. Donc on vous demande de calculer la participation des salariés au résultat avec son minimum légal, qui est 50% bénéfice, moins 5% capitaux propres, fois le salaire sur la valeur ajoutée. Voilà, donc vous avez fait pause, maintenant vous voulez contrôler votre résultat, eh bien ça fait 52 000. L'accord de participation prévoit une formule dérogatoire, 54%, voilà, donc c'est
l'entreprise va faire bénéficier d'un avantage supérieur. Au lieu de 0,5, c'est 54%. Et on va vous demander de faire le calcul de la formule dérogatoire. Donc mettez sur pause, calculez, et après vous contrôlez votre résultat. La participation au 31 décembre, et la participation est comptabilisée en charge à payer, et cette charge ne sera déductible qu'à N+1, après approbation des comptes de l'Assemblée générale. Alors on va faire l'exemple. La participation au titre de l'année N, ici on a trouvé 56 376, 56 376, c'est la formule dérogatoire. Eh bien on va faire 691, participation des salariés au résultat, par 428,4, dette provisionnée pour participation des salariés au résultat. Alors, ensuite, il va y avoir une taxation à ce qu'on appelle le forfait social, qui vient de changer. Ce forfait social maintenant est maintenu pour les entreprises de plus de 50 salariés, c'est-à-dire que c'est 20% du montant qui va être attribué au titre de la participation qui doit être payé comme cotisation patronale, grosso modo. Hein. Et donc on va reprendre 56 376 fois 20% et ça donne 11 275. Et ce forfait social a été supprimé pour l'intéressement, sauf... alors j'ai ici forfait social sur l'intéressement. Et maintenu pour les entreprises de plus de 250 salariés. Voilà, ensuite, donc voilà, donc cotisations patronales qui sont ajoutées. À l'arrêté de l'Assemblée générale ordinaire, on va inscrire en charge définitive, on va transférer, voilà, ça va en charge définitive dans le sens où ça sera plus, on va sortir la participation de dette provisionnée pour l'affecter à des comptes définitifs, de comptes classe 4. Mais par contre, cette participation est maintenant assujettie à une CSG-CRDS à 9,2. Donc, on va annuler le compte de dette provisionnée, puisque maintenant c'est une dette, ça devient des dettes normales. On va retrouver au débit 56 376. Puis on va annuler aussi la comptabilisation de la charge à payer aux organismes sociaux de 11 275, donc on l'a au débit, pour renvoyer ces sommes, ces valeurs en dette fixe, CSG-CRDS à 431, URSSAF pour les deux, c'est-à-dire CSG-CRDS plus le fonds de 20%, le forfait social. Et le solde correspond à la réserve spéciale de participation qui est définitive de 51 189 ici, 44. Les fonds sont bloqués. Les fonds sont bloqués. Et je reviens vers vous pour voilà, ils sont bloqués. Et donc cette réserve, on va la mettre dans des fonds de participation. 1662 par exemple, et lorsqu'en N+6, lorsque les salariés vont pouvoir récupérer les valeurs, hein, par exemple les actions, enfin ce qui aura été décidé, eh bien on va passer l'écriture en sens inverse pour les virer en compte courant. La suite, il y a des affectations possibles spécifiques qui fera l'objet d'un tuto ultérieur. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. À bientôt.